Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute des programmes de Sud FM Sen Radio Thiès. Il est 10h à Kondiak et à Keur Matar Ndak, c'est dans la cité religieuse de Tivaouane. Même heure dans les studios de Sud FM Sen Radio Thiès. Nous sommes le mercredi 25 février 2015 et tout de suite le sommaire. Prise en charge des personnes en situation de handicap, la direction de l'action sociale lance le 6 mars prochain les cartes d'égalité de chance. Les différents acteurs sont en conclave dans la Petite Côte. Lutte contre l'insécurité alimentaire au Sénégal, l'ANCAR, le RESOP et le CNRA de Bambey exécutent le projet de diffusion de nouvelles variétés à grande échelle. À difficulté de recouvrement à Thiès, les services fiscaux et les élus locaux combinent leurs efforts pour une meilleure efficacité de l'administration locale. Babacar Pascal John, le chef du centre des services fiscaux de Thiès, est l'invité du 10h. Et puis retenez également politique vendredi prochain de manifestation, la marche du PDS et une contre-manifestation de l'APR. Les différentes parties seront entendues par le commissariat central de Thiès aujourd'hui. Puis retenez cette importante rencontre qui se tient à la gouvernance de Thiès. C'est justement un CRD d'échange et d'information sur l'assistance à la sécurité de proximité. Ce sera en présence du directeur général de l'ASP, Maître Kalignan. Babacar Ndaw. Andiol Maliktine est un producteur du village de Kiwi dans l'arrondissement de Pambal, département de Tivaouane. Il a eu à expérimenter la campagne dernière de nouvelles variétés de mil. Il apprécie les productions enregistrées, ce en dépit de l'hivernage mitigé. Malgré le déficit pluviométrique, avec les nouvelles variétés, on a su récolter quelque chose. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que les paysans s'approprient ces nouvelles variétés pour leur permettre d'avoir une bonne productivité malgré le délai court de l'hivernage. Tout comme Andiol Malik, près de 4000 producteurs de la zone agroécologique du bassin arachidier ont pu bénéficier du projet. Madame Dieye Bintambeng, directrice de la zone Ankar Niaye. Comme objectif, on voudrait qu'un grand nombre de producteurs connaissent ces nouvelles variétés de mil et de sorgho qui ont un potentiel de rendement élevé et qui sont adaptées aux conditions agroécologiques de la zone du bassin arachidier. Donc pour cette campagne, nous avons pu toucher plus de 3000 producteurs, presque 4000 producteurs ont eu accès à ces semences dans ces zones. Pour ainsi mieux prendre à bras le corps la question de la sécurité alimentaire, l'ANCAR, le RESOP et le CNRA de Bambey entendent maintenir le cap. Madame Dieye Bintambeng. En termes de retombées, ça permet un peu d'améliorer l'autosuffisance alimentaire des ménages, mais aussi d'améliorer les revenus, parce que nous savons tous qu'actuellement, le mil et le sorgho sont dans la transformation. Des résultats partagés à Thiès au cours d'un atelier à mi-parcours du projet de diffusion à grande échelle de nouvelles variétés de mil et de sorgho dans le bassin arachidier. Lancement le 6 mars prochain de la carte d'égalité des chances, une opportunité pour les personnes en situation de handicap. Le directeur de l'action sociale et les différents acteurs sont en conclave à Sali. Cheikh Ndiaye est le directeur général de l'action sociale. Propos recueillis par Pierre Claverpoy. C'est pour vous dire qu'on est en train de bâtir et de faire un maillage. C'est-à-dire c'est comme si on construisait un filet social où les mailles sont tellement serrées pour qu'on ne laisse personne en rade. Et ceci n'est pas de l'assistanat, parce qu'on essaie de capitaliser le maximum d'efforts sur la personne pour qu'au bout d'un certain temps, cette personne soit autonome et qu'elle laisse la place à d'autres personnes pour qu'ils puissent au moins aller. C'est-à-dire on bannit l'assistanat et on va aller graduellement vers l'autonomisation. Nous avons en charge de produire 50 types d'ici 2017 et je pense que le lancement de cette carte se fera normalement le 6. Mais qu'est-ce qui crée la mendicité? C'est la pauvreté. Et cette carte, elle lutte contre la pauvreté. Si vous avez des avantages, quand vous êtes malade, vous ne déboursez aucun rond pour pouvoir être soigné. Si vous êtes en âge scolaire, on peut vous aider à vous inscrire gratuitement dans une école inclusive. Si vous êtes une femme, on vous regroupe en GIE pour vous permettre de faire des formations dans le sens de la culture ou autre chose. Tout ça lutte contre la pauvreté. Parce que la mendicité, on ne peut pas vraiment du jour au lendemain avec des solutions miracles. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement par rapport à ces personnes. Ces personnes que vous voyez faire de la mendicité ne le font pas de gaieté de cœur. C'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative. À l'instant, Cheikh Ndiaye, le directeur général de l'action sociale. La difficulté de recouvrement à Thiès, les services fiscaux et les élus locaux combinent leurs efforts pour une meilleure efficacité de l'administration locale.
Ababakar Pascal John est le chef du centre des services fiscaux de Thiès. Oui, on a constaté une difficulté à recouvrer, enfin pas à recouvrer, mais en tout cas à faire payer aux intéressés les frais de bornage. Nous qui avons la compétence de remettre les lettres d'attribution individuelles aux destinataires, nous le faisons, mais nous le faisons en leur demandant de nous présenter la quittance de paiement des frais de bornage. Mais ils nous reviennent souvent en disant que les services qui sont compétents refusent d'encaisser les montants. Bon, ça nous pose un problème. C'est la raison qui me pousse à faire une suggestion, à demander au préfet de convoquer une réunion au niveau de ces services à laquelle seront conviés, disons, les services de l'État qui sont concernés, mais également les autorités qui sont élues, pour qu'ensemble qu'on puisse discuter, pour localiser le goulot d'étranglement et peut-être de trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand même qu'on refuse de prendre des recettes comme ça au profit des collectivités locales. Ça ne peut pas se justifier. Babacar Pascal John, que nous recevrons en fin d'édition, il est l'invité. Rappelons qu'il a fait cette déclaration en marge d'un atelier, disons, à l'initiative de l'Agence régionale de développement sur disons, le partage d'informations pour la mise en œuvre de la fiscalité locale. Chérif Diagne est le directeur de l'Agence régionale de développement de Thiès. Cet atelier-là, on aurait dû certainement l'organiser 2 mois avant les élections locales. Et nous avons, après concertation avec le centre des services fiscaux, nous avons convenu de faire un report à 2 mois des élections locales. Si on l'avait organisé, on allait avoir des élus qui allaient en profiter, mais qui allaient partir par la suite certainement. Donc, nous avons décidé de reporter ce séminaire jusque-là. Et la pertinence porte sur le fait qu'aujourd'hui, les collectivités locales dans le cadre de l'acte 3 sont investies de missions de développement accentuées, accrues. Et pour porter de façon rationnelle, efficace cette mission-là, il leur faut quand même disposer de ressources. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé depuis pratiquement 1 an entre l'Agence régionale de développement, le centre des services fiscaux, les impôts et même le Trésor pour mettre en place ce partenariat qui nous vaut aujourd'hui l'organisation de l'atelier. Et je pense que vous avez assisté au premier thème qui a été introduit et qui porte un peu sur le régime juridique du domaine national. Et nous avons bénéficié véritablement d'une explication très détaillée de la part du chef du centre des services fiscaux de Thiès, M. Babacar Pascal John. Et véritablement, nous allons enchaîner avec d'autres thématiques, notamment sur le Code général des impôts et sur un peu la gouvernance des ouvrages au niveau des collectivités locales pour les rendre les plus pérennes possibles. Donc, nous avons convenu en tout cas de mettre en place ce dispositif qui, au-delà de la formation aujourd'hui, mettra le focus sur le suivi des résultats. Nous ne sommes pas là pour juste distiller quelques informations de nature à capacité des élus et les laisser faire. Mais nous allons leur proposer comme recommandation forte la mise en place de commissions sur la fiscalité locale, telle que stipulée par le Code général des impôts. Et nous allons assurer un suivi conjoint entre l'Agence régionale de développement, le centre des services fiscaux et les perceptions respectives, perception municipale, perception de Tivaouane, de Thiès et de Mbour, pour que régulièrement, tous les 2 mois, en tout cas au moins, qu'on puisse savoir quels ont été les progrès réalisés dans telle ou telle commune. Voilà en tout cas le but qu'on s'est fixé et nous pensons que chacune des parties prenantes a intérêt à ce que non seulement qu'on ait des capacités, les capacités nécessaires pour prendre en charge la question de la fiscalité, mais qu'on porte ensemble, au-delà de l'atelier, le dispositif de suivi pour que véritablement chacun puisse, en tout cas d'ici 1 an, puisse se dire véritablement cet atelier qu'on a eu à organiser a eu véritablement comme résultat, en tout cas, ce progrès qu'on a pu réaliser ensemble. La page politique à 10h10 dans les studios de Sud FM Sen Radio Thiès. Arrestation de Mamadou Lamine Massali avant-hier suite à ses propos jugés malveillants à l'endroit de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Les jeunes du PDS à Thiès en colère parlent d'intimidation et s'approprient les propos de Massali. Babacar Sow. Arrestation de Mamadou Lamine Massali suite à ses propos jugés malveillants à l'endroit de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Madame Aminata Tall. Les jeunes de l'UJTL de Thiès qui s'approprient ces propos entrent dans la danse. Des jeunes très en colère qui assimilent cette arrestation à de la provocation. Pour eux, Massali n'a fait que répondre à Madame Aminata Tall, qui la première a manqué de respect à leur secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Mamadou Thiam, secrétaire général de l'UJTL de Thiès-Est, porte-parole du jour. Nous sommes dans un pays démocrate, même si ceux qui l'incarnent ne sont pas du tout démocrates. Ils le manifestent à chaque instant par des actions qui ne disent pas leur nom. C'est de la provocation. À notre grande surprise, notre frère Mamadou Massali a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à Aminata Tall, qui a insulté notre frère secrétaire général, Maître Abdoulaye, et tous les militants du PDS. Et s'ils ne comprennent pas la langue française, nous apprenons qu'une prostituée politique n'est rien d'autre qu'un transhumant. Allez chercher la définition et que nous approprions des propos de Mamadou Massali. Nous, l'UJTL de Thiès. De jeunes libéraux de Thiès qui comptent battre le macadam ce vendredi pour exiger, disent-ils, le respect des libertés au Sénégal.
Abakar Sow, à la dernière minute, disons finalement, le responsable libéral Mamadou Lamine Massali a été libéré hier. Verdict du procès Karim Wade attendu le 23 mars prochain. Le responsable libéral Babacar Mbaye Mouscade invite l'État à renforcer la sécurité du président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Babacar Mbaye Mouscade, que je propose d'écouter. Ce que nous attendons du juge Henri Grégoire Diop, c'est que le droit soit dit le 23 mars 2015. Et aussi, avant ça, j'attire l'attention du procureur général de la République de veiller à la sécurité de Henri Grégoire Diop, président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ces gens que j'ai vus un peu qui sont au pouvoir, les apéristes et la coalition Benno Bokk Yakaar affamés de pouvoir, sont même capables d'éliminer le juge Henri Grégoire Diop pour le coller à l'opposition. Je pèse bien mes mots. Parce qu'ils ne veulent pas que Karim Wade soit président. Les gens aussi qui sont contre Karim Wade ne veulent pas que Karim soit accédé au pouvoir. C'est pourquoi ils sont capables de tout. Donc je lance un appel solennel à toutes les forces vives qui ont la sécurité de ce pays de veiller à la sécurité des juges de la CREI. Parce que cette opposition est capable de les éliminer pour dire que c'est l'opposition qui l'a fait afin qu'on puisse condamner Karim Wade 10 ans ou bien 15 ans de prison. Donc le 23, nous lançons un appel à toutes les personnes éprises de justice de se rallier au tribunal pour soutenir le droit et soutenir un Sénégalais digne d'être un Sénégalais qui a tout fait pour ce pays. Quand vous dites vous n'attendez rien d'autre que le droit soit dit, si le droit sera dit, selon vous, votre client va rentrer le jour. Si le droit soit dit, c'est le Sénégal qui en bénéficiera. Et que aussi nous pensons qu'Henri Grégoire fait partie des meilleurs juges de ce pays. Donc nous voulons que ce jour-là, le droit soit totalement dit au tribunal et que Karim Wade soit libéré et ensuite tous les autres otages politiquement doivent être libérés. Donc le 23 mars, nous ne voulons pas que le Sénégal soit dans le chaos. N'oubliez pas qu'il y avait un 23 juin. Donc il est fort possible qu'il y aurait aussi un autre mouvement du 23 mars 2015. C'est-à-dire ce mouvement-là aura pour but pour la préservation de l'état de droit, les libertés fondamentales, les libertés individuelles et les libertés religieuses. Avec ce qu'on a vu au Sénégal, on a très peur de notre destin. C'est pourquoi nous voulons éviter à ce jour-là que notre mouvement se tienne. Donc dirons le droit le jour du 23 mars 2015. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Je vous le disais en titre, l'invité du 10h est Babacar Pascal John, le chef du Centre des services fiscaux de Thiès. Il revient sur les difficultés de recouvrement à Thiès, mais également l'importance de cet atelier d'information et de partage pour la mise en œuvre de la fiscalité locale, une initiative de l'Agence régionale de développement de Thiès. Du code de la loi et le domaine national. Ce sont ces dispositions-là qui régissent la gestion du foncier et l'atelier va nous permettre d'échanger avec les représentants des collectivités locales pour renforcer leur capacitation en cette matière-là et leur permettre de gérer le foncier conformément aux différentes dispositions de la loi. Concernant le foncier actuel, est-ce qu'on peut dire que les choses sont passées qui ont fait qu'il y a eu avant un peu de tollé? Je ne m'attendais pas à cette question-là parce que c'est une question beaucoup plus politique que technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gestion et la bonne gestion du foncier. Et sur ce plan, je peux vous dire que depuis que je suis là, en tout cas pour ce qui relève de la compétence de l'État, il n'y a jamais eu de problème. Les dossiers ont été gérés avec toute la rigueur qu'il faut. Et peut-être tout le bruit que vous entendez autour du foncier à Thiès. Thiès est la ville que vous connaissez très bien, une ville très politique. Mais à notre niveau, je pense qu'on n'a pas noté de dysfonctionnement dans le cadre de la gestion du foncier. Mais les dispositions du Code général des collectivités locales sont des dispositions qui sont très claires. D'abord, il y a une compétence générale qui est attribuée aux communes dans le cadre d'une délibération de procéder à l'affectation, à la désaffectation des terres. Mais ça, c'est un principe de compétence générale. Il faudra aller en profondeur et revoir les dispositions qui sont relatives au transfert de compétences en matière domaniale pour savoir effectivement que la gestion du foncier relève de la compétence d'une commission mixte composée par les élus locaux mais également par les services qui représentent l'État. Cette commission, comme vous le savez, elle est présidée par le maire, elle est compétente pour procéder aux attributions de terrain. C'est le receveur des domaines qui a la compétence de rédiger les procès-verbaux, de les faire approuver par le préfet, de rédiger les lettres d'attribution individuelles et de garder la comptabilité en quelque sorte de l'ensemble de ces documents-là. Donc c'est une compétence, disons, mixte. L'État a voulu impliquer les collectivités locales dans cette gestion-là. Ça n'entame en rien évidemment cette compétence générale d'attribution, de désaffectation, etc. Parce que les collectivités, la commune notamment, peuvent se réunir pour procéder à des affectations, mais dans la perspective de régularisation au niveau des domaines, pour permettre aux
aux intéressés, aux attributaires d'avoir des droits qui sont inscrits sur le livre foncier, notamment des baux, des titres fonciers. Vous avez dit qu'un maire n'a pas le droit d'attribuer, disons, un terrain futur à usage d'habitation. Et l'autre aspect, quelles sont la procédure pour un projet d'investissement dans une commune? Mais c'est une question extrêmement pertinente parce que nous avons constaté certains égards de la part de certains maires. C'était peut-être lié à un défaut de maîtrise de la réglementation, à leur décharge, il faut le dire. Mais la précision qu'il faut apporter, c'est qu'en matière d'attribution de terrain, il y a une procédure qu'il faut suivre. D'abord, il faut procéder à la régularisation du projet de lotissement, qui par délibération doit être approuvé par le conseil municipal. Une fois le projet de lotissement approuvé, il faudra le porter auprès des structures de l'État, notamment les services compétents en matière d'urbanisme et les services compétents en matière de domaine. En matière d'urbanisme, pour instruire la procédure d'approbation du projet de lotissement au niveau du ministère, mais au niveau de domaine également pour permettre la procédure d'immatriculation du site. Et au terme de toutes ces procédures-là maintenant, la commission dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est présidée par le maire, il faut le préciser, va se réunir et sur la base des demandes qui sont déposées, à la fois au niveau de la mairie, au niveau des domaines, sur la base de ces demandes-là, la commission va se réunir et procéder aux différentes attributions. C'est comme ça que ça se passe exactement. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, lorsque cette commission se réunit et procède aux attributions, un procès verbal sera dressé par le receveur des domaines, ce PV sera approuvé par le préfet et c'est sur la base de cette approbation du préfet que les lettres d'attribution individuelles seront rédigées et transmises aux intéressés par le receveur des domaines. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'un maire n'a pas la compétence dans les 4 murs de son bureau de rédiger un acte d'attribution d'un terrain qui dérive à un individu. Des projets d'investissement, c'est le même procédé. Voilà, pour les projets d'investissement également, il faut apporter une bonne clarification. Vous savez, l'investissement par nature doit être sécurisé. Et pour sécuriser un investissement, il faut que le site qui l'abrite soit un site porteur d'un droit réel. Autrement dit, il faut procéder à l'immatriculation du site pour permettre à l'intéressé, au porteur du projet, d'avoir un bail qui est un droit réel qui est inscrit sur le livre foncier, un bail avec lequel il pourra lever des fonds au niveau des banques. Cette sécurité juridique est extrêmement importante pour les investisseurs et c'est la raison pour laquelle c'est vrai que le conseil peut délibérer sur l'opportunité du projet en procédant à l'affectation, mais disons cette délibération a surtout son importance pour permettre à la collectivité de statuer sur le projet, d'impliquer les populations, de mesurer le degré d'impact du projet au profit des populations. Mais la procédure de régularisation en tant que telle, c'est une procédure juridique qui est prévue et qui est prise en charge par les services de l'État. J'ai mon champ de 10 hectares, je veux procéder à un lotissement. Comment propose la loi? Justement, vous ne pouvez pas procéder au lotissement d'un champ de 10 hectares en votre nom, surtout si c'est une dépendance du domaine national. Si c'est une dépendance du domaine privé particulier, c'est-à-dire si c'est votre titre foncier à vous, il faut d'abord demander un changement de destination. Parce que le champ initialement était destiné à un verger ou bien au maraîchage, etc. Un lotissement, sa destination, c'est l'habitation. Il faut donc changer la destination du terrain d'abord en utilisant les procédures qui sont prévues. Mais une fois que cela fait et que le titre foncier vous appartient, vous avez la possibilité d'instruire un lotissement, mais en passant par les procédures qui sont prévues, notamment les procédures d'approbation du lotissement. Ça, c'est prévu. Mais si c'est une dépendance du domaine national, vous savez, le domaine national, on ne peut pas le vendre. Et si vous morcelez, certainement, c'est pour vendre. Le lotissement, sur ce plan-là, doit être porté par les collectivités locales. Beaucoup a changé, parce que je viens de vous dire que les nouvelles communes qui sont créées ont une compétence d'affectation et de désaffectation des terres du domaine. Ces communes-là jouent un rôle fondamental dans les procédures d'attribution de terrain à usage d'habitation. Ça également, c'est des questions qu'il faut relever et qu'il faut expliquer aux maires pour que la gestion puisse se faire de la manière la plus correcte possible. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Rappel des titres.